Bonjour, je commence le webinaire maintenant, déjà à titre de test pour savoir si toutes les personnes qui sont présentes m'entendent bien, si la vidéo marche bien. Vous avez la possibilité d'écrire dans l'onglet qui est sur la droite des questions ou des commentaires. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois déjà que j'ai des réponses positives. Je vais attendre évidemment l'heure exacte pour commencer le webinaire à proprement parler pour ne pas pénaliser les retardataires. En tout cas, je suis ravi de faire ce webinaire avec vous pour vous présenter cette méthode nouvelle et originale. Vous avez la possibilité aussi de lever la main, figurez-vous, pour me signaler quelque chose d'important. Je vais essayer aussi de faire des tests pour vous donner la parole si vous le souhaitez. Ça serait une première fois. Est-ce que une personne parmi vous qui est déjà présente peut lever la main? Si vous trouvez le petit onglet, ça ressemble à une main. Voilà, j'en ai un. Et si je vous donne la parole maintenant, bonjour. Alors non, je ne vous entends pas. Est-ce que vous avez un... Je vais essayer ici. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, ça y est, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Enchanté. Oui. Bon, bah écoutez, c'est merveilleux. Voilà. Ça fonctionne. Merci. Alors, Je comme nous suis risquons d'être... oui. Oui. Non, je suis à 8000 km. Ah Moi bon, aussi. oui. Martinique. Vraiment. Martinique aussi. Bah, écoutez, bienvenue, c'est vraiment la merveille de la technologie. Comme nous sommes très nombreux, je ne laisserai pas l'accès audio tout le temps, mais à la fin, j'essaierai de laisser un temps d'échange. Et puis, si vous avez quelque chose d'important à dire, levez la main. Et je suis accompagné dans la présentation de ce webinaire par ma collaboratrice Marie, qui éventuellement pourra répondre aux questions en direct par écrit ou alors me signaler quand il y a une demande urgente si vous voulez prendre la parole. D'accord. Merci. Alors, qui est en Martinique? C'est ça? Vous êtes en Martinique? Oui, enfin, oui, nous sommes deux Toutes les deux? apparemment. Oui, toutes les deux. Fort-de-France. Fort-de-France, oui. C'est Émilie en collège? C'est Émilie en collège? Ah, c'est Audrey, vrai? c'est Ghislaine. Comment tu vas? C'est trop cool. Bon, allez, on ne squatte pas le micro. À tout à l'heure. Attendez, mais vous êtes... Oui. Ah oui, il y a 5 heures de décalage? Oui. Non, 6 heures, 6 heures. En ce moment. Ah, il est 11 heures chez nous, 11 heures du matin. Ok, très bien. Trop cool. Bon, et ben, à tout à l'heure. Je vais couper vos micros maintenant qu'on s'est assuré que ça fonctionnait. Et puis, je rallumerai les micros à qui le souhaite à la fin du webinaire. Très bien. À tout à l'heure. Je vais commencer à 17 h pile, dans quelques secondes. Voilà. Alors, bonjour, je suis ravi de vous présenter ce webinaire au sujet d'une toute nouvelle méthode de français pour le CP, une méthode explicite. C'est absolument merveilleux les moyens que nous offre la technologie aujourd'hui qui se sont décuplés. Il faut voir le verre à moitié plein
avec cette épidémie de coronavirus, maintenant, nous sommes tous devenus des experts des moyens technologiques. C'est absolument merveilleux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous laisser la possibilité à la fin de la présentation de vous exprimer en audio. Pour ça, vous avez un moyen de lever la main dans la barre d'outils et je pourrai ouvrir votre micro à ce moment-là pour que vous puissiez vous exprimer. Je vais essayer d'être rigoureux dans ma gestion du temps. 15 minutes sur la présentation générale de la méthode, 15 minutes sur la partie lecture, 15 minutes sur la partie étude de la langue, et puis 15 minutes pour les questions. À partir de là, nous verrons si je tiens mes objectifs. Alors, donc cette méthode de français est une méthode explicite. Comme vous le voyez sur l'écran, elle est composée de 5 ouvrages, pas moins. La grande originalité de la méthode, c'est que nous avons un manuel entier consacré exclusivement à l'étude de la langue. Donc, c'est la première fois à ma connaissance qu'un manuel d'étude de la langue est destiné aux élèves de CP. Je vais vous expliquer évidemment la raison de cette étrangeté. Donc, il y a un manuel de lecture, un manuel d'apprentissage, un cahier qui l'accompagne, un manuel d'étude de la langue et un cahier qui l'accompagne, et enfin un guide pédagogique qui regroupe les deux apprentissages, à savoir la lecture et l'étude de la langue. Alors, pourquoi cette nouvelle méthode de CP pour l'apprentissage de la lecture? J'ai constaté qu'il y avait un cloisonnement des domaines d'apprentissage dans le français que j'ai toujours trouvé préjudiciable à l'efficacité des méthodes. Pourquoi? Parce que on sépare l'apprentissage du code de la compréhension, comme si on se concentrait sur le code, on ne pouvait pas en même temps comprendre. Et inversement, on ne peut pas faire la grammaire et la conjugaison en même temps. On ne peut pas faire le vocabulaire et le plaisir de lire en même temps. Donc, c'est décloisonner les domaines d'apprentissage du français qui est le principal objectif de cette méthode. Et pour ça, j'ai une façon un peu particulière de présenter les choses. C'est ce que j'appelle une méthode holistique. Holistique, donc c'est un terme que vous connaissez peut-être qui est lié surtout à la médecine. C'est une pratique médicale qui consiste à traiter le corps dans son ensemble. Le cerveau et le corps fonctionnent ensemble. Et ben de la même manière, en français, tous les domaines d'apprentissage fonctionnent ensemble. Qu'est-ce qui fait que des élèves qui ont un enthousiasme naturel pour rentrer dans la lecture et dans l'écriture quand ils sont en grande section maternelle ou au CP, décrochent au CE2 ou en 6e se mettent à faire des jeux vidéo plutôt que de lire des livres. Qu'est-ce qui fait que on va non seulement apprendre aux enfants à lire, mais on va leur faire prendre conscience du plaisir infini que suscite la lecture. Alors, il y a 3 étapes dans l'apprentissage de la lecture. Hein. Le premier, c'est d'abord de savoir lire, évidemment. Donc, c'est l'aspect technique qu'on relie au code en général, et puis à l'écriture, c'est-à-dire au graphisme. La deuxième étape, c'est la compréhension, parce que quand on sait lire, encore faut-il comprendre ce qu'on lit. Donc, ça, c'est lié évidemment au vocabulaire, d'une part, et à la grammaire, d'autre part. Et puis enfin, qu'est-ce qui fait qu'on va continuer à lire une fois que la vie nous aura offert, nous aura proposé d'autres activités concurrentes plus amusantes, plus attrayantes, etc. Eh ben, il faut avoir fait l'expérience très tôt du plaisir que suscite la lecture. C'est un peu ce que j'ai voulu représenter dans cette slide. Vous voyez que la lecture et l'écriture sont au fond de ce pentagone. C'est-à-dire que le pentagone repose sur la lecture et l'écriture. La lecture, c'est donc la correspondance entre les graphèmes et les phonèmes, le décodage, le fait d'automatiser la lecture pour pouvoir lire de plus en plus rapidement et accéder au sens. L'écriture, c'est également la correspondance graphème-phonème, c'est l'acquisition du geste graphique qui a commencé en grande section de maternelle, et puis c'est l'encodage, à savoir le fait de convertir des sons en lettres, et jusqu'à la production d'écrits et à la rédaction. Ensuite, il y a 2 compétences qu'on va dire plus élevées, plus complexes, qui traditionnellement sont abordées, à mon sens, trop tard dans l'apprentissage, même si
Évidemment, les professeurs de CP les pratiquent dès la première année, mais peut-être de manière pas assez structurée ou pas assez systématique, on va dire. C'est le vocabulaire. Donc, pour pouvoir comprendre ce qu'on lit, il faut avoir un certain bagage lexical. Donc, il faut connaître la signification des mots, les contraires, les familles de mots, réfléchir à la correspondance qu'il y a entre le langage écrit et le langage oral, le fait de savoir qu'il y a des récurrences orthographiques à l'intérieur des mots. Quand on repère des mots de la même famille, on voit bien qu'il y a un radical qui ne change jamais, et puis on va rajouter un préfixe, on va rajouter une terminaison, on va étudier les lettres muettes, et tout ça va donner un sens au code écrit grâce à l'orthographe lexicale. De l'autre côté, vous avez la grammaire, l'orthographe grammaticale. Chaque mot a une nature qui ne change jamais, mais il a également une fonction dans la phrase qui, elle, va changer. Un nom restera toujours un nom, mais il peut être sujet, complément d'objet, etc. Enfin, évidemment, il y a la compréhension, qui est une compétence encore élevée, encore plus élevée, on va dire. On va pouvoir comprendre des textes lus à l'oral de manière d'abord très factuelle, en repérant les lieux, les personnages, des détails concrets, les noms des personnages, les couleurs des vêtements, etc. Et puis des inférences, des choses qui sont cachées, qui sont non dites et qui suscitent en réalité le vrai plaisir de la lecture, à savoir l'ironie, le suspense, quelque chose d'étrange et d'inattendu, les rebondissements, tout ça qui va participer au plaisir de la lecture. Le plaisir de la lecture, c'est aussi la culture générale. Le fait de comprendre que, enfin, le cercle vertueux de la culture générale qui fait que plus on sait de choses, plus on peut les mettre en lien avec des nouvelles choses et donc se sentir grandir en même temps qu'on lit. Donc ça, évidemment, encourage la découverte, l'épanouissement, la créativité. Donc voilà, vous voyez, c'est une méthode très ambitieuse de ce point de vue-là, parce qu'elle se veut holistique. Ce que j'ai appris au cours de mes 12 années d'édition dans l'édition scolaire en pédagogie, c'est que ces trois étapes qui étaient le décodage, la compréhension et le plaisir devaient être enseignées dès le CP. À savoir, il faut travailler la compréhension en même temps qu'on commence à apprendre le code. Et il faut que les enfants associent l'exercice de la lecture non pas à un apprentissage scolaire, mais à une promesse de liberté, de plaisir, de joie qui va les accompagner toute leur vie durant et qui va ne faire que croître. Et c'est pour ça que nous avons essayé de mettre en place une méthode qui propose tous ces apprentissages. Alors évidemment, nous avons bien conscience que par ailleurs, vous avez des programmes scolaires, des programmes officiels qui vous donnent un certain nombre d'attendus. Vous connaissez peut-être le petit livret Orange qui a été publié, je crois, il y a 1 an ou 2 et qui est très intéressant à lire, parfois un peu touffu, mais qui fait un point sur les avancées des sciences cognitives sur les différents domaines d'apprentissage. Nous vous proposons dans cette méthode, alors évidemment c'est indicatif, hein, c'est bien une proposition de programmation horaire, pour prendre en compte les différents domaines d'apprentissage qui sont en haut là. Vous voyez le code, l'écriture, la compréhension, l'étude de la langue. Vous voyez qu'en fonction des périodes, vous allez avoir une évolution du temps imparti à chacune de ces apprentissages. Et s'il y a bien une spécificité de l'année de CP, c'est celle-ci. C'est qu'on ne peut pas demander trop de compréhension de textes écrits aux élèves si les graphèmes qu'ils ont appris sont trop peu nombreux. Donc, on va consacrer beaucoup de temps au début au code et au fur et à mesure, de plus en plus de temps à l'étude de la langue. Vous voyez qu'au début de l'année, on va consacrer 1h30 par jour au code.
90 minutes. Et puis, à la fin de l'année, seulement 20 minutes et encore une fois tous les 2 jours, car il ne s'agira que de réviser les graphèmes les plus complexes ou de percevoir certaines exceptions. N'en faites pas, je vais revenir un peu dans le détail. Là, encore une fois, c'est indicatif, ce tableau, mais c'est aussi pour vous montrer que nous avons réfléchi, nous avons mis en place cette ingénierie pédagogique pour prendre en compte l'aspect holistique de la lecture et tous les domaines d'apprentissage. Alors, comment y sommes-nous parvenus? Eh bien, je vais commencer par vous expliquer ce qu'on entend par méthode explicite. Déjà, alors, la méthode explicite, c'est un terme que je n'ai pas inventé, hein, qui n'est pas d'ailleurs propre à l'enseignement du français, de la lecture, mais aussi c'est propre à tous les domaines d'apprentissage un peu complexes, comme les mathématiques par exemple. La méthode de Singapour, par exemple, que nous éditons, est également une méthode explicite. Qu'est-ce que c'est une méthode explicite? C'est une méthode qui fait la part des choses entre le rôle du professeur, qui est de transmettre des connaissances, de montrer des techniques, de montrer une façon de faire, de présenter différentes stratégies, de présenter des règles et des exceptions, et de l'autre côté, l'élève qui doit réfléchir, doit découvrir par lui-même, doit expérimenter, doit faire des erreurs. C'est souvent une raison un peu inutile de conflit entre différentes écoles pédagogiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, la méthode explicite est là pour réconcilier tout le monde. Comment ça se passe? La méthode explicite, c'est une façon de faire classe, en fait. Ça dépasse le cadre du manuel, c'est vraiment à l'intérieur de votre classe, comment vous organisez votre séance, comment vous organisez le travail entre les élèves. Très simplement, une séance idéale pour n'importe quel objet d'apprentissage, pour n'importe quel objectif didactique, mettons lire, ou plutôt on va dire écrire la lettre P, on va suivre le même séquençage. D'abord, annoncer l'objectif, dire aux élèves pourquoi ils font ça. Quel est le lien avec ce qu'ils ont fait la veille et qu'est-ce qu'ils sauront faire à la fin de la séance. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire le P. Vous allez voir, ça ressemble à la lettre que nous avons tracée hier, etc. Ensuite, on fait devant les élèves. On fait en mettant un haut-parleur sur sa pensée, en parlant à voix haute. C'est très important cette partie-là parce que le professeur, vous jouez votre rôle à plein de professeur, vous montrez comment on fait. Il ne s'agit pas de borner la liberté des élèves en montrant comment vous faites. Au contraire, il s'agit de leur donner les outils de leur liberté. Vous parlez à voix haute, vous décrivez ce que vous faites, vous rencontrez des problèmes, vous questionnez les élèves, vous faites semblant de vous tromper. Ça veut pas dire, c'est pas parce que vous faites que les élèves sont passifs, bien au contraire. Ensuite, troisième partie, et c'est là le cœur de la séance, nous faisons tous ensemble. Et là, vous allez accompagner les élèves, avoir une diversité de situations. En fonction de la complexité de la notion que vous allez enseigner, les élèves vont se retrouver plus ou moins guidés par vous. Dans l'exemple de la lecture, par exemple, de l'écriture de la lettre P, j'ai pris cet exemple, donc je le garde. Ça peut être tracé avec des lettres rugueuses, ça peut être tracé sur des lignages Sayès, ça peut être relier la lettre P à des lettres précédemment enseignées, etc. Ensuite, il y a la pratique autonome. L'originalité de la pédagogie explicite, c'est que la pratique autonome est systématique. Un savoir n'est considéré comme acquis qu'à partir du moment où l'élève le maîtrise seul. Évidemment, il y a le bénéfice du travail en classe, du travail collectif, de la découverte en groupe, de la discussion, du débat, mais l'élève, à un moment donné, doit faire seul. Et enfin, la partie objectivation. Donc, c'est pour l'enfant, après 1 heure ou 30 minutes ou 45 minutes passées sur une activité, les cognitivistes ont constaté qu'il était important que l'enfant
récapitule avec ses propres mots ce qu'il a fait, pour qu'il restitue dans sa propre perception de son apprentissage la séance en cours. Là, c'est important, il ne s'agit pas de faire un bilan, il ne s'agit pas non plus d'avoir simplement une partie où on va mettre par écrit le résumé ou la synthèse de la séance. C'est un vrai apprentissage en soi où on demande aux enfants de formuler avec leurs propres mots ce qu'ils ont retenu. Évidemment, pour vous, c'est très utile parce que ça va vous permettre de voir où en sont les différents élèves et donc par la suite de faire de la remédiation ou de la différenciation, mais aussi pour les élèves, c'est très important parce que ça va leur permettre d'accéder à la métacognition, c'est-à-dire à leur propre perception d'eux en tant qu'élèves apprenants, qui apprennent quelque chose. Ils vont pouvoir comparer leur progrès avec ce qu'ils étaient capables de faire le matin, avec ce qu'ils étaient capables de faire la veille, etc. Pour l'instant, c'est un peu général, je m'en excuse, mais je tenais à dire ça parce que cette pédagogie explicite que nous avons mis en œuvre dans la méthode de Singapour en mathématiques, nous allons l'appliquer au français, pas seulement au CP, mais cette collection que nous lançons aujourd'hui, nous allons la faire se prolonger jusqu'à la 6e. Et cette façon de faire classe, cette façon de découper la séance, nous allons la maintenir jusqu'à la 6e, car elle est universelle et elle est extrêmement efficace. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais suggérer des lectures documentaires, y compris d'ailleurs parmi les ouvrages de pédagogie que la librairie des écoles édite, parce que c'était un vrai trésor pour tous les professeurs attachés à l'efficacité des méthodes. À titre d'exemple, je vous montre ici une page du guide pédagogique. Évidemment, vous êtes bien placé pour le savoir, au CP, l'apprentissage de la lecture, c'est beaucoup d'activités très différentes qui entourent chaque graphème, chaque leçon. Ici, par exemple, on aborde la leçon du C qui se prononce S. On va évidemment découvrir le graphème. Ensuite, on va le reconnaître, on va faire de la discrimination visuelle. Ensuite, on va faire de la lecture de syllabes, de mots, puis de phrases. On va s'entraîner avec le geste graphique en faisant de la copie de syllabes, puis de mots. On va faire de la syllabation. On va faire évidemment de la compréhension orale, etc. Enfin, je vous épargne le détail, je vais y revenir plus tard. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que la séance idéale que je vous ai décrite, à savoir ces 5 étapes, vont se reproduire pour chacun des objectifs didactiques. Par exemple, la discrimination visuelle, en 20 minutes, vous allez bien voir présentation de la notion, pratique guidée, pratique autonome, objectivation. Pour la lecture de syllabes, de mots et de phrases, vous aurez présentation de l'activité, pratique guidée, pratique autonome, objectivation. Alors, ça peut paraître être un cadre un peu contraignant, mais vous n'êtes pas sans savoir que si le cadre fixé est solide, alors il est beaucoup plus facile de s'épanouir dans la liberté et de faire ensuite un peu ce qu'on veut par rapport à ce que nous proposons, nous, dans la méthode. Voilà, nous avons proposé ce cadre fixe et il va se reproduire pour la plupart des séances. Il va évoluer au fur et à mesure des périodes de l'année, bien entendu. Et ainsi, tous les domaines d'apprentissage, vous pourrez vous assurer qu'ils n'ont pas été oubliés et qu'aucune difficulté n'a été laissée de côté. Donc ici, vous voyez, c'est l'occasion pour moi, alors je ne vais peut-être rentrer maintenant dans le manuel de lecture, parce que mon introduction est un peu longue et j'ai passé 19 minutes au lieu des 15 promis. Donc le manuel de lecture. Alors, les 4 caractéristiques du manuel de lecture que nous vous proposons, ça ne va pas vous surprendre pour ceux d'entre vous qui connaissent la librairie des écoles. C'est une progression syllabique à entrée graphémique. Qu'est-ce que ça veut dire entrée graphémique? Ça veut dire que nous entrons par la lettre et non pas par le son. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a il y a moins d'occurrences de graphèmes qui produisent des sons différents que de phonèmes qui sont traduits de manière différente par des graphèmes. Donc, c'est une façon pour les enfants de rentrer par le moyen le plus simple, le plus court dans un graphème. Alors évidemment, on va d'abord faire la règle générale,
l'objet d'une première séance, par exemple, sur le S qui se prononce S, ça sera une entrée graphémique, on va apprendre à tracer la lettre, et puis plus tard dans l'année, mais ça vraiment rien d'original, l'exception du S qui se prononce Z entre deux voyelles. Très honnêtement, la progression syllabique de cette méthode n'est pas ce qui fait vraiment l'originalité de ce nouveau manuel. Ce qui est plus original, c'est l'enseignement explicite de la compréhension orale et écrite. Évidemment, pour réconcilier ceux qui regrettent que la progression graphémique ralentisse l'apprentissage et décourage certains élèves, parce que évidemment, si on n'apprend que quelques graphèmes par semaine, on accède lentement à la compréhension. Eh bien, pour pallier à cette difficulté, nous proposons quotidiennement des textes qui sont dans le guide pédagogique, qui seront lus par vous et qui feront l'objet d'un questionnement, un questionnement ritualisé qui s'étale sur les 2 journées consacrées à chaque graphème et qui vont porter sur des questions de plus en plus fines sur les lieux, les personnages, etc. Et puis ensuite les enjeux, les inférences. Donc un vrai apprentissage explicite de la compréhension, d'abord orale quand les enfants ne maîtrisent pas assez de graphèmes pour décoder des textes, et puis au fur et à mesure écrite, ce qui fait que le texte que vous allez trouver dans le guide pédagogique sera en réalité, les élèves vont le retrouver sous forme résumée et sous forme simplifiée dans le manuel. C'est un procédé que nous avions déjà utilisé pour la méthode Je lis et j'écris avec Salto, pour ceux d'entre vous qui la connaissent. Ensuite, autre originalité, nous faisons des leçons hebdomadaires de vocabulaire et d'orthographe. Je vais y revenir, elles sont en alternance, mais ça permet pour certains mots dont l'orthographe est plus compliquée que d'autres, je pense notamment au ET ou EST, etc., ce qu'on appelle parfois les mots outils, mais je trouve ça assez moche de dire les mots outils, c'est tout simplement des mots utiles, on va dire. On les enseigne au cours de leçons explicites d'orthographe, où les enfants vont apprendre ces mots en contexte. Et puis, si vous vous rappelez mon pentagone, au sommet duquel il y avait le plaisir, nous n'avons pas oublié un aspect très important, et qui est aussi une réalité de cette méthode, c'est la notion de plaisir dans la lecture, qui parfois peut être un peu oublié au cours des premières semaines de CP. Donc ce que nous avons proposé, c'est à la fin de chaque période, une histoire originale écrite par Yael Hassan, décrochée de tous les apprentissages, et qui permet aux enfants de rentrer dans une lecture qui s'apparente à un album avec des personnages, Mila et Malo, qu'ils vont suivre tout au cours de l'année. Je rentre un peu dans le détail de la progression. À ce stade, vous ne serez pas étonné de voir que nous avons une progression graphémique intensive. Ce que j'appelle intensive, c'est qu'il y a 2 graphèmes par semaine. Vous voyez ici, semaine 1. Là, c'est le sommaire de la période 1. Donc, vous avez 2 graphèmes par semaine. Donc, un graphème tous les 2 jours. On part sur une semaine de 4 jours. À chaque graphème correspond une histoire qui est dans le guide pédagogique, qui donc évidemment en semaine 1 de la période 1 va être entièrement lue par vous. Et puis au fur et à mesure des mots d'orthographe qui sont enseignés. Vous voyez, à la fin, je m'entraîne, je révise. Une histoire de Mila et Malo de Yael Hassan. Donc voici à quoi ressemble les premières doubles pages. Nous avons fait en sorte dans la présentation du manuel qu'elle soit la plus sobre et la plus aérée possible. En conséquence, il n'y a pas de consignes écrites. Vous voyez que tout est sous forme de symboles. Le rond, les enfants vont très vite comprendre qu'il s'agit de la lecture de syllabes, le carré de la lecture de mots. Le triangle de phrases courtes, en fait, c'est pratiquement toujours l'introduction à la conjugaison, un pronom et un verbe. Et ensuite, le losange, Lila a sali le sol, Ellie la rassure, alors elle rit. Alors cette histoire-là, cette petite phrase qui a l'air de rien comme ça, en réalité, c'est le centre de la séance puisque ça correspond à l'image
l'image qui, comme dans toutes les méthodes syllabiques, permet de voir certains graphèmes, certains phonèmes, enfin, permet d'étudier le phonème du jour, en l'occurrence le R. Donc ici, on va voir le tigre, le rhinocéros, le crabe, etc. Le tabouret, voilà. Et donc, cette petite histoire, Lila a sali le sol et Lila rassure, alors elle rit, c'est le résumé en fait de l'histoire que vous aurez lu dans le guide pédagogique. Ensuite, l'orthographe. Donc, vous voyez ici que c'est vraiment une leçon explicite d'orthographe. Nous avons ici deux mots, il, elle, étudiés en contexte. Il lit, elle rit, il la rassure, elle a sali le sol, et qui donne immédiatement lieu à une dictée. Et il rassure Lila, elle rit. Donc, vous voyez, cette double page s'étudie sur 2 jours et il lui correspond, alors évidemment, je n'ai pas pris la même lettre, je ne sais pas pourquoi, il lui correspond 2 pages du cahier d'exercice où on va retrouver les exercices traditionnels des méthodes syllabiques, à savoir la discrimination visuelle, la copie, la discrimination auditive, de plus en plus fine, avec de la syllabation. Et ici, je coche la syllabe quand j'entends le son O. J'écris O, donc ça c'est de l'encodage. J'écris O quand j'entends le son O. De l'encodage un peu plus complexe. J'écris les, lo ou la quand j'entends la syllabe, léopard, etc. Un emplacement pour la dictée. Et vous voyez que la leçon d'orthographe a elle aussi droit à son exercice écrit. Je passe à la période 2. La période 2, on va continuer sur la même lignée. La seule différence qu'on va trouver entre la période 2 et la période 1, c'est qu'on va ajouter une leçon de vocabulaire en alternance avec la leçon d'orthographe. Donc ici, vous constatez que nous n'avons plus le schéma qu'il y avait en période 1 de syllabation, car les enfants maîtrisent à ce stade-là ce qu'on appelle la combinatoire. On passe directement dans le vif du sujet. Lecture de syllabes, lecture de mots, lecture de phrases courtes. Je sors, je ne sors pas. Vous voyez, ces petites phrases courtes permettent aussi de faire ressortir des faits de langue qui vont permettre aux enfants de se familiariser avec la lecture. Et puis le texte qui s'est déjà étoffé. Et vous voyez ici un exemple de mots de vocabulaire. Alors, les leçons de vocabulaire évoluent au fur et à mesure de l'année. Ça peut être simplement du champ lexical, un peu comme c'est le cas là. On a le champ lexical de la position, avant, dessus, sur, dedans. Ça peut être aussi de la morphologie, c'est-à-dire on va avoir des familles de mots, peut-être qu'on va en voir tout à l'heure, et toujours suivi d'une dictée. Idem, à cette double page de période 2 correspond une page de vocabulaire. Ici, vous voyez qu'on avait un autre champ lexical pour le vocabulaire. C'était le marché, le radis, le haricot, la carotte, la tomate, la salade. Les leçons de vocabulaire ne sont pas forcément entièrement consacrées à des mots-outils ou des mots utiles, mais simplement à agrandir le vocabulaire des enfants et à l'enrichir. Un point important ici, vous voyez que, donc, toujours en période 2, on retrouve les mêmes exercices de discrimination visuelle et auditive avec de la syllabation et de l'encodage. Et puis, on va avoir de la compréhension. Donc, le texte qui a été lu, la jupe de Lila, va donner lieu à des questions de compréhension écrites. J'avance, période 3. Vous voyez que l'apprentissage intensif des phonèmes permet d'aborder pratiquement la totalité des graphèmes de la langue française à la fin de la période 3. Évidemment, il en reste en période 4. Mais à ce stade-là, les enfants sont capables de lire des textes d'une bonne longueur. Je passe sur la leçon d'orthographe en alternance avec la leçon de vocabulaire. La dictée, vous voyez, on a quelque chose d'assez ritualisé pour que les enfants s'installent dans un confort et quelque chose de rassurant. Mais vous voyez que dans le cahier d'exercice, ici, on va avoir des questions de compréhension, pareil, sur ce texte de plus en plus long, de plus en plus intéressant, de plus en plus fouillé, et qui font vraiment faire permettre aux élèves de ressentir le plaisir de se sentir progresser. Je n'ai pas dit qu'un point très important
mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est une autre originalité, je dirais, de ce manuel, c'est que nous avons un thème par période, et nous avons beaucoup réfléchi au choix de ce thème pour prendre les enfants par la main et les faire grandir. Alors, comment? Le thème de l'année 1, ça peut paraître aller de soi, mais c'est assez simple, c'est l'école. Quand ils arrivent au CP, les enfants sont fiers d'arriver à l'école, on les prend par la main, il y a plein de promesses qui leur sont faites, tu vas savoir lire, tu vas savoir écrire, tu vas être un grand, etc. On les prend par la main et il y a des petits personnages, Lila, Ellie, puis Lucas qui va les rejoindre, etc., qui vont être des personnages récurrents qui vont les accompagner. Au début, donc, ça se passe à l'école. Deuxième période, en ville. Donc, on sort de l'école, on est dans la ville. On va avoir des thèmes ici qui sont liés, le cinéma, le cafétéria, le vélo, faire les courses, le marché, etc. Des thèmes qui sont liés à la ville avec les leçons de vocabulaire cohérentes avec ce thème, évidemment. Et les histoires, évidemment, sont cohérentes, ça va sans dire. Période 3, dans la nature, on s'éloigne cette fois-ci de la ville, on continue à grandir, à apprendre des choses nouvelles, et on va apprendre des choses sur le monde animal, la faune, la flore, la mer, on voit ici la fête de l'océan, on va avoir la classe verte, etc. Je le dis dès maintenant, ces thèmes-là se retrouvent aussi dans les histoires de Mila et Malo, que je prends ici. Alors attendez, non, en fait, j'anticipe un peu trop, donc je reviendrai plus tard sur Mila et Malo. Donc, troisième thème, c'était bien la nature. Et alors, à la période 4, figurez-vous que nous quittons nos personnages récurrents parce que toujours nous avons comme souci de faire grandir les enfants et de leur faire prendre conscience du fait qu'ils grandissent. Et que la lecture les accompagne dans le fait qu'ils grandissent. Donc, qu'est-ce que nous avons choisi comme thème pour la période 4? Nous avons choisi le thème artiste et inventeur. Pourquoi? Parce que la lecture, et c'est Maria Montessori qui avait fait un très beau texte sur le sujet, permet de voyager dans le temps, donc dans l'histoire. Grâce à la lecture, nous pouvons découvrir des vies passées. Donc, nous allons raconter des vies. Alors, vous allez qu'il y a Ella Fitzgerald, Mozart, Michel-Ange, Berthe Morisot, les frères Montgolfier, Maria Montessori, j'en parlais tout à l'heure, Léonard de Vinci. Alors, plusieurs avantages à ces textes. Premièrement, nous quittons le champ de l'enfance, nous rentrons dans le champ de l'apprentissage et du plaisir d'apprendre. Du plaisir d'apprendre des choses passionnantes. Alors évidemment, on prend quand même évidemment les enfants par la main, on leur raconte des histoires amusantes avec des anecdotes. Ici, on a pris les frères Montgolfier. Si vous ne connaissez pas l'anecdote, je ne vais pas m'apesantir maintenant dessus, mais c'est très intéressant et c'est très amusant. Et ça donne aussi l'occasion aux enfants de poser des questions qui cette fois-ci seront écrites. Donc vous voyez qu'on est entre la lecture de récits et le documentaire. On apprend quelque chose qui est vrai, qui est réel. Oui, la lecture permet d'apprendre des choses réelles et donc de grandir. Vous avez vu aussi que comme on est en période 4, on a pu repousser sur la page de gauche tout ce qui concerne l'apprentissage du code, du vocabulaire, et on consacre toute la page de droite au cœur de l'apprentissage du CP, à savoir le plaisir de lire et de comprendre. Donc ici, on est en haut du pentagone déjà, avec le cahier d'exercice qui l'accompagne. En période 5, nouveau thème, contes et légendes. Donc ici, nous voyageons non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Pourquoi? Parce que nous avons choisi des thèmes pour contes et légendes sur le voyage. Donc nous avons choisi deux histoires. Poussette, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une très jolie histoire un peu rocambolesque et merveilleuse, où Poussette passe son temps à voyager et à fuir jusqu'à ce qu'elle trouve le bonheur. Et Ulysse, le deuxième histoire qui est évidemment le voyage d'Ulysse, avec toutes les aventures que vous connaissez peut-être. Et donc les enfants ici rentrent vraiment dans la culture générale, dans l'universalité du patrimoine commun de l'humanité dans la littérature.
excusez-moi pour mes grands mots, mais c'est parce que je suis très enthousiaste sur cette méthode. Je trouve que cette façon d'accompagner les enfants en les prenant par la main et au fur et à mesure en les laissant s'envoler, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important pour la construction psychologique des enfants au CP et dans leur perception d'eux-mêmes en tant qu'élèves. Parce que quand ils sont élèves, en fait, les enfants ont bien conscience qu'on attend d'eux qu'ils deviennent des adultes. Un point que j'ai oublié de préciser, c'est que à partir de la période 4, nous avons des lectures en épisode 1. Donc ça veut dire que ici vous voyez que Ella Fitzgerald c'est 2 épisodes, Mozart c'est 2 épisodes, Michel-Ange c'est 2 épisodes, etc. En période 5, on va avoir Poussette 6 épisodes et Ulysse 7 épisodes. Donc ces histoires à suivre accompagnent évidemment le travail de la compréhension qui va toujours s'approfondir et s'intensifier et on va créer la notion de suspense, d'attente, de prévision. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et tout ça, évidemment, va permettre de se manifester dans les exercices de production d'écrit et de rédaction. Je reviens sur Mila et Malo, les fameuses lectures plaisir écrites par Yael Hassan en fin de chaque période. Donc, Yael Hassan a écrit des contes, des petites histoires plutôt. Non, je ne dis pas contes, parce que ce sont des histoires plutôt réalistes, avec 2 personnages, Mila et Malo, en lien avec le thème de la période, évidemment. Donc, dans la première période, les enfants connaissent très peu de choses, très peu de graphèmes, je veux dire. On est en lien avec l'école. Là, on est en période 2 dans la ville de Mila et Malo. Ça n'est pas que 2 pages, ça prend 4, 6 pages, et au fur et à mesure, ces histoires s'étoffent. Et en période 5, vous voyez, on est sur le dernier texte de l'année. Cette histoire fait 8 pages, je crois. C'est quand même assez costaud pour une fin de CP. Le sujet, c'est que Mila et Malo imaginent ce qu'ils feront plus tard. Malo voudrait être géographe parce qu'il s'est passionné pour les cartes et pour les voyages. Et on retrouve ici le thème de l'espace que j'ai mentionné tout à l'heure. Mila, elle voudrait étudier l'histoire. Donc voyager dans le passé. Donc on est toujours sur le thème du voyage et on voit ici que le voyage, le rêve et la lecture sont associés à cet apprentissage de la lecture très complet qu'on leur propose au CP. Je vais passer maintenant au manuel d'études de la langue. Je voudrais quand même voir si des mains se lèvent pour me dire, pour me poser des questions ou me dire des choses importantes à ce stade, ou alors est-ce que je continue sur ma lancée? Je vois quelqu'un qui me dit que Tigrelin en CE1 c'est tip top. Merci pour le compliment. J'adhère complètement. Je vais avoir du mal à lire les. Attendez, excusez-moi, parce que j'essaie de maîtriser mon outil. Alors, qui a levé la main? Est-ce que quelqu'un a levé la main? Vous savez que vous avez l'accès à l'audio, donc vous pouvez me parler. Vous êtes très nombreux, donc vous ne pourrez pas parler ensemble tous. Je ne vois aucun. Ah, si, je vois des mains qui se lèvent. Alors, essayons. Alors, bonjour. Isabelle Cuignet? Ah non, j'ai pas levé la main, moi. Ah, alors c'était. Bon, bah alors, désolée. C'est très intéressant, mais pour l'instant, j'ai pas de questions. Très bien. Bon, de toute façon, j'avais prévu de continuer jusqu'à l'étude de la langue et je laisserai un temps de questions comme prévu. Mais au moins, on aura fait le test, ça marche. Alors, le manuel d'étude de la langue, c'est ce qu'il y a le plus d'original dans cette méthode. Et pourtant, je suis vraiment convaincu que c'est absolument nécessaire. Alors, qu'est-ce que c'est ce manuel d'étude de la langue? Déjà, c'est un manuel, n'ayez pas peur, c'est un manuel de grammaire pour le CP, ça fait peur comme ça, mais en réalité, c'est un tout petit manuel. Il fait que 80 pages, il y a beaucoup d'images, il est très très simple.
il ne s'agit pas de faire étudier aux enfants les adjectifs possessifs et démonstratifs, ni les pronoms relatifs. C'est vraiment extrêmement simple. C'est quoi l'idée? C'est que pour ceux d'entre vous qui connaissent la méthode de Singapour, moi j'ai été subjugué par un principe pédagogique très fort de cette méthode de Singapour, c'est que les notions les plus complexes, il est faux de croire qu'il faut attendre avant de les enseigner. Il faut au contraire en donner un premier aperçu dès le CP, et puis ensuite au CE1. Au CP, on plie des feuilles. Au CE1, on va faire des fractions, toujours sous forme de dessin. Et puis seulement au CE2, on va commencer à additionner des fractions, etc. De la même manière, pour la grammaire, je pense que pour les enfants, avoir une vision d'ensemble des natures grammaticales, qu'est-ce que c'est qu'un nom, qu'est-ce que c'est qu'un adjectif, qu'est-ce que c'est qu'un article, qu'est-ce que c'est qu'un verbe, ça suffit. Ça suffit, mais c'est déjà énorme de leur donner l'occasion de réfléchir à ces questions-là. Donc, évidemment, l'intérêt aussi, enfin, c'est la difficulté qu'on a eu à le faire, mais aussi c'est tout l'intérêt, c'est que c'est un manuel qui est 100% décodable en conformité avec la progression syllabique. C'est-à-dire qu'en période 1, il n'y a pas de grammaire, parce qu'on ne connaît pas assez de mots. En période 2, il y a une leçon de grammaire par semaine sur la phrase, et là, toutes les leçons sont entièrement décodables par les enfants. Et puis, en période 3, on va étudier le nom, mais on va l'étudier sur toute la période, ce qui va permettre aux enfants d'en voir toute l'exception. Donc, c'est des unités massées par notion, et c'est un autre point commun avec la méthode de Singapour, c'est qu'on va prendre une notion, le nom, c'est celle que je vais vous donner comme exemple, et on va l'étudier sur 4, 5, 6, 7 séances. Ça va permettre, premièrement, de le mettre en projet. C'est-à-dire, les enfants, nous allons étudier le nom et donc de rendre explicite cet apprentissage sur un temps long. On ne va pas picorer à droite et à gauche quelques éléments sur le nom, mais on va vraiment traiter le nom en tant que tel et de le traiter sous tous ses aspects en prenant notre temps, lentement mais sûrement. Ce qui fait qu'à la fin de cette unité, les enfants auront une vision sûre et une maîtrise de cette notion. C'est d'ailleurs une pédagogie qu'on appelle la pédagogie de la maîtrise. Et donc, on a transposé en fait les principes pédagogiques de la méthode de Singapour à la grammaire au CP. Évidemment, on le fera aussi au CE1, au CE2, etc. Et à l'intérieur de chaque séance, on va avoir évidemment, encore une fois, on est au CP, donc un apprentissage très oral, très visuel des notions grammaticales, avec toujours un découpage de chaque séance en 4 parties. D'abord, observer. On va observer un fait de la langue. Vous allez voir quand je vais vous donner l'exemple. On va observer un verbe, on va observer un nom, on va observer un S à la fin d'un nom, etc. Ensuite, on va identifier. On va donner aux enfants des exemples pour leur permettre de repérer le nom ou le verbe qui font l'objet de la séance. Ensuite, on va comprendre, on va avoir une série d'exercices qui vont permettre de mettre en lien cette nouvelle notion avec les notions précédentes, de voir les exceptions, d'approfondir cette notion. Et enfin, utiliser. Maintenant que tu sais ce que c'est qu'un le pluriel des noms, écris 3 noms au pluriel, tout simplement. Donc, vous voyez qu'ici, on a le sommaire, on a 5 unités. Attention, elles ne correspondent pas exactement aux périodes de l'année. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'unité 1 sur la phrase correspond à la période 2 de l'année. Il n'y a qu'une seule séance par semaine. Vous voyez que c'est très humble. Il s'agit simplement de faire comprendre aux enfants que les mots forment des phrases, que les phrases ont des points, point-virgule, pardon, pas point-virgule, point d'exclamation, point d'interrogation, etc. Le nom, c'est plus copieux. Le verbe, l'adjectif qualificatif et le verbe et le pronom. Donc, vous voyez, il y a 2 unités sur le verbe parce que c'est une notion très compliquée, mais elle est étudiée de manière très progressive. Et à la fin, vous voyez qu'on on arrive quand même à quelque chose d'assez ambitieux et copieux, à savoir la conjugaison. Alors, évidemment, il ne s'agit pas à ce stade-là du tout d'apprendre aux enfants la conjugaison, mais simplement de leur faire constater que le verbe change de forme. Et plutôt que de leur dire « il y a des lettres muettes, bon, bah, tu les apprendras plus tard », déjà de commencer à leur donner l'idée de il y a quelques règles
ces règles, tu vas les apprendre progressivement. Et ici, si vous réfléchissez bien, pratiquement toutes les, enfin, dans ces 5 unités, pratiquement toutes les règles d'orthographe grammaticale se trouvent. Alors non, pardon, je voudrais pas que ça soit mal interprété. Toutes les règles grammaticales ne s'y trouvent pas du tout. En tout cas, le principe de ces règles, à savoir les règles d'accord, s'y trouve. Alors, là, je vous ai pris l'exemple de la leçon sur le nom, qui n'est pas la plus courte, mais vous voyez que comme sur la méthode de Singapour, on commence l'unité par une illustration pleine page qui va permettre aux enfants une vraie séance d'observation de l'image. On va évidemment là nommer un chien, une biche, une famille, un vélo. Donc évidemment, enfant, biche, vélo, forêt, et ben, vous voyez que immédiatement le nom, on a le petit encadré j'observe, les mots enfant, biche, vélo, forêt sont des noms. Donne un nom à chaque image, très simple, avec le nom je nomme, trouve d'autres noms à partir de l'image. Et voilà, la séance est finie. Vous voyez que c'est léger. Mais simplement, ça permet de poser bien la notion. Ensuite, effectivement, on a vu qu'il y avait des noms de personnes et des noms d'animaux. Le nom enfant nomme une personne, le nom biche nomme un animal. Vous voyez, les pages sont très aérées. On a ici une leçon sur 2 pages. Je ne vais pas faire tout le détail, vous pourrez découvrir ça par vous-même. C'est simplement pour vous montrer comment est-ce qu'on mène l'apprentissage de manière explicite, de manière simple, de manière concrète. Parce que la grammaire, c'est pas vrai que c'est quelque chose d'abstrait. C'est simplement un moyen efficace pour les enfants de comprendre ce qu'ils lisent et ce qu'ils écrivent et d'anticiper les futures difficultés de compréhension et d'orthographe. Donc, on poursuit le nom des choses. Alors là, vous voyez, ça c'est un exemple qu'on a dans la pédagogie de Singapour aussi. C'est-à-dire qu'on a toujours cette distinction traditionnelle, les noms de personnes, les noms d'animaux et les noms de choses. Évidemment, les noms de choses, c'est un peu le tiers-état des catégories grammaticales. On peut tout mettre dans des choses. Ce sont des objets, ce sont des lieux, ce sont des émotions, ce sont des valeurs, ce sont tout ce que vous voulez. Donc, il ne s'agit pas évidemment de faire comprendre aux enfants à ce stade toute la complexité de la notion de tout ce que peut regrouper le nom, mais on va introduire le fait que le nom peut nommer des émotions. Alors ici, on va nommer l'émotion ressentie par papy. Et oui, le nom, c'est pas seulement une personne, un animal ou un objet, ça peut être aussi une émotion. Mais c'est tout. C'est un exercice oral très simple. Évidemment, le nom commun et le nom propre. L'article et le nom. Ici, on va prendre d'abord l'article défini. Ensuite, l'article indéfini. Et ici, on va voir qu'il y a plusieurs formes d'articles, pluriel, féminin, masculin. À ce stade, on ne nomme pas encore masculin, féminin et pluriel, mais ça vient juste après. Ensuite, on va étudier le fait qu'il y a le masculin et le féminin. Ah, excusez-moi, je me suis trompé dans mes choix de slide, je crois. Et ensuite, on va aborder le fait que le féminin s'accorde. Évidemment, au CP, on ne va aborder que la règle du E au féminin, sauf que, conformément à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la méthode de Singapour, on va simplement suggérer le fait que maintenant qu'on a vu cette règle, il y a des exceptions. Mais au moins, on ne trahit pas la vérité aux enfants. On leur dit, c'est ça la règle, et puis tu vois, regarde, là, il y a un lion, une lionne. Tiens, c'est pas un simple E qui a été ajouté. On ne dit pas une lionne. Un roi, une reine. Ah, c'est pas la même chose. De la même manière, pour le pluriel, on va d'abord étudier le fait qu'il y a un pluriel, et ensuite l'accord du nom au pluriel. Et à la fin de l'accord sur le pluriel, un cheval, des chevaux. Ah, tiens, c'est pas toujours un S au pluriel. Mais c'est tout. Et comme dans la méthode de Singapour, l'unité se conclut par ce que j'ai appris. C'est une séance entière consacrée à résumer tout ce qu'on sait sur le nom maintenant. Donc c'est pas une séance bilan, hein, c'est une séance bilan dans le sens où les enfants, en observant cette page, vont par eux-mêmes se remémorer tout ce qu'ils savent, et vous allez les inviter à verbaliser, c'est le mot à la mode, hein, verbaliser le contenu de tout ce qu'ils savent sur le nom. Ah oui, tiens, on peut
Le nom, ça peut servir à nommer des personnes, des animaux, des choses, mais aussi des lieux, mais aussi des choses qui sont ni des objets ni des lieux, l'amitié. Ah oui, tiens, il y a un masculin et un féminin, il y a un E au féminin, il y a un S au pluriel, etc. Vous voyez, très visuel, très simple. Ce sont des bases extrêmement solides qui s'accompagnent d'un cahier d'exercice. Hein. Là, je ne l'ai pas fait, contrairement au manuel de lecture, je ne l'ai pas fait de façon systématique pour le manuel d'études de la langue, mais à chacune des séances que je vous ai présentées, il y a un cahier d'exercice. Le cahier d'exercice, pareil, il est très humble dans son objectif didactique. Il s'agit simplement de mettre à l'écrit ce que les enfants ont fait à l'oral. Donc, les enfants, c'est toujours cette idée de pratique autonome. Après la pratique guidée et la pratique autonome, les enfants vont s'approprier la notion en écrivant. Hein. C'est important toujours le geste d'écriture. Là, j'ai pas beaucoup insisté dessus au moment de cette présentation, mais il y aurait une heure entière à nouveau de webinaire à faire sur l'écriture, du graphisme à l'encodage, en passant par le projet d'écriture et la façon de prévoir ce qu'on écrit avant de l'écrire. On est à 51 minutes de webinaire. Moi, j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Vous avez peut-être des questions, je retente. Alors, je sais que les gens sont timides dans le cadre d'un webinaire, donc je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous vont vouloir intervenir. N'hésitez pas néanmoins, soit à l'écrit, soit à l'oral. Est-ce que vous avez peut-être des questions que vous vous posez? Je ne vois pas. Est-ce que je vois des mains levées? Non. Ah si. Oh là là, si. Alors, je vais tenter Marie-Elisabeth Framand. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, très bien. Voilà, je suis coordinatrice pédagogique dans une école. J'ai beaucoup utilisé votre méthode et je m'étonne de ne pas voir les gestes Borel-Mézoni dans la nouvelle méthode. Donc, est-ce que vous les utilisez d'une autre façon? Quand vous dites vous avez beaucoup utilisé ma méthode, vous parlez de Salto? Oui. Enfin, Salto cette année, mais les années précédentes également, quand il n'y avait pas encore Salto, en fait. Donc, ça fait un certain temps que je vous suis. Alors, de mémoire, dans ma première méthode, mais ça date déjà d'il y a 12 ans, il n'y avait pas les gestes Borel-Mézoni. Oui, effectivement, mais Salto, justement, moi, c'était un point fort pour le choix l'année dernière de cette méthode. Je comprends très bien. Alors, les gestes Borel-Mézoni, je me permets de rappeler ce que c'est. Hein. C'est des gestes qui permettent d'associer, des gestes qui sont associés au phonème. Donc, ça permet en fait aux enfants d'associer. Alors, je ne les connais pas bien, les gestes, malheureusement. Je crois que ça, c'est le A, je me trompe? Non, peut-être pas. Bref. Non, mais ça, c'est le V. Voilà. Non, bon, ok, c'est pas grave. Et alors, c'est très important en début d'apprentissage au CP pour que les enfants qui ont du mal à associer l'écriture, donc la discrimination visuelle avec le son, et vous savez, le geste, c'est ce qu'on appelle le ciment cognitif. Donc, ça permet en fait de garder une mémoire, de mieux mémoriser, en tout cas pour un certain nombre d'élèves, de mieux mémoriser les sons et les lettres et les différents graphèmes. Donc c'est vrai que évidemment c'est tout à fait quelque chose qu'il faut encourager pour les élèves en difficulté et même pour tous les élèves au début du CP. Il se trouve que là, enfin, nous avons choisi de ne pas les mettre parce qu'en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait parfois une ambiguïté. C'est-à-dire que si on le met, certains professeurs l'utilisent trop longtemps. Or, il y a un moment où je pense qu'à un certain stade du CP, Borel-Mézoni devient un peu contre-productif parce qu'il faut à un moment justement lâcher la main des enfants et leur permettre de progresser sans ça. C'est vraiment une méthode, celle-ci, celle qu'on vous présente, c'est une méthode intensive. Donc, on fait vraiment le choix de beaucoup travailler
la graphophonologie dans la période 1 avec Borel-Mésoni, mais pas que, avec les lettres rugueuses de Maria Montessori, avec tous les outils très importants qui permettent d'associer la sensorialité à la vue et à l'ouïe, enfin donc le geste à la vue et à l'ouïe. Après, je pense que c'est pas forcément utile pour la majorité des élèves de garder Borel-Mésoni jusqu'à la fin du CP. Après, encore une fois, c'est une question d'affichage, hein, c'est-à-dire que dans Salto, Salto, c'est une méthode qui est extrêmement utile pour les enfants, pour les enfants qui ont des difficultés et qui ont besoin d'être pris par la main. Et de ce point de vue-là, elle est vraiment excellente et je garantis qu'avec Salto, aucun élève à la fin du CP ne sait pas lire. Ici, vous avez vu dans toute ma présentation, j'ai essayé de présenter une méthode plus ambitieuse peut-être dans ses objectifs didactiques, avec des textes plus difficiles à la fin, avec plus de grammaire, etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est un choix. Donc, voilà. Mais il ne faut pas que ça empêche. Hein. Si vous voulez aussi, Borel-Mésoni, on ne pourrait pas en parler pendant longtemps, mais les gestes que vous voyez de Borel-Mésoni aujourd'hui, ce sont des gestes qui ont déjà été adaptés. Je ne sais plus le nom de la personne qui les a adaptés. Ils peuvent être associés à n'importe quelle méthode syllabique, et c'est très bien. Mais ça dépend beaucoup des écoles. Ah oui, tout à fait. Et il y a aussi une autre méthode que je vous recommande si vous ne la connaissez pas, c'est la méthode des alphas. Non, pardon. Non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai oublié son nom. C'est la méthode Jean Quiri. Oui, je la connais aussi. Oui, mais elle est effectivement dérivée de Borel-Mésoni. Bien sûr, et c'est une méthode, comment dire, qui est encore plus radicale dans le geste que Borel-Mésoni, parce que Borel-Mésoni, on fait les gestes que à la main, alors que là, c'est le corps entier qui est engagé dans Jean Quiri, de mémoire. Merci. Je vous en prie. Alors, je vais donner la parole à Edwige Lecornu. Bonjour. Alors, le son ne fonctionne pas. Donc, en attendant, je vais essayer Isabelle Aragon. Non, alors bon, c'est que ce sont des erreurs. J'essaye Ghislaine Volny-Anne. Eh bien, ça ne marche pas. Bon. Marie-Elisabeth Framand. Non, excusez-moi, c'est une erreur. Pardon. Je voulais baisser la main. Ah oui, pardon. Johanna Célestine. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je me permets de vous poser une question. Donc, j'entendais souvent que vous faisiez des comparaisons avec la méthode Singapour qui concerne les mathématiques. Et moi, je me posais la question sur un éventuel ouvrage pour les maternelles. Comme je sais que ça existe pour la méthode Singapour pour des mathématiques pour les maternelles, et savoir si effectivement on commence l'apprentissage dès la grande section, s'il y avait éventuellement un projet autour d'un manuel ou voilà. En étude de la langue ou alors en lecture de manière générale? En lecture, en étude de la langue aussi, pourquoi pas, mais plus en lecture. Alors, nous, alors non, enfin, ce n'est pas en projet. Là, on est vraiment une méthode qui commence au CP et qui va aller jusqu'à la 6e, en suivant toujours cette même progression, à savoir lecture, étude de la langue. En grande section, nous avons une méthode de français, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, tout à fait. Donc, il y a une grosse partie de phonologie, une grosse partie de graphisme, avec un apprentissage syllabique, mais
non, nous n'avons pas encore prévu de faire de méthode d'apprentissage de la lecture en grande section. Moi, j'aurais tendance à dire comme ça, en réfléchissant à voix haute, que en grande section, il y a encore beaucoup de disparités entre les élèves. Enfin, il y en a encore au CP, hein, mais il y en a encore plus en grande section, on va dire. Ce qui fait que moi, je suis très montessorien dans l'âme sur les périodes sensibles. Et donc, je pense que en grande section, un enfant qui veut consacrer 3 mois de l'année, 4 mois de l'année à écrire seulement, à dessiner, à colorier avec ses mains, bah, il faut le laisser faire. Et puis, un enfant qui, au contraire, va s'intéresser aux mots, au sens des mots, au vocabulaire, à enrichir son vocabulaire, il faut le laisser faire aussi. J'ai peur que dans un manuel, à proprement parler, enfin, disons que si on faisait un manuel, il serait très modulaire, on va dire. Mais c'est une bonne idée. D'accord. Non, bah voilà, c'était juste une curiosité, mais en tout cas, merci beaucoup. Non, mais je vous en prie. Je ne vois pas d'autres mains levées. Comme il est 18h pile, j'ai fait un peu au pas de course cette présentation d'un manuel que vraiment je trouve extrêmement ambitieux, enthousiasmant. Vous avez compris qu'il y a un grand effort qui est fait sur la présentation, la forme, la pédagogie, mais aussi du point de vue, comment dire, je reprends mon idée de méthode holistique, je vais reprendre mon Pentagone pour conclure. Cette notion il y a eu pendant trop longtemps un débat qui a opposé le code, donc le bas du Pentagone, avec la compréhension, le haut du Pentagone. Certains pensaient que si on faisait du code, on ne pouvait pas avoir accès à au plaisir de lire. D'autres pensaient que si on avait le plaisir de lire, ben on faisait plein de fautes d'orthographe et on n'était pas rigoureux dans son apprentissage. Vraiment, dans cette méthode, l'idée, c'est de faire comprendre que la particularité de ce début d'apprentissage, de cette entrée dans l'école, c'est que les enfants sont encore tout un. Ils sont encore un corps et un esprit intimement mêlés. Ils sont encore le devoir et le droit intimement mêlés. Et donc, il faut vraiment les prendre par la main et leur tenir la promesse qui est de leur dire que grâce à la lecture et à l'écriture, ils vont pouvoir s'émanciper. Grâce à la lecture, ils vont pouvoir apprendre des choses qui sont très éloignées d'eux. Ils vont pouvoir apprendre des choses qui sont éloignées d'eux dans le temps et dans l'espace. Ils vont pouvoir ressentir le plaisir de s'attacher à des personnages. C'est pour ça que moi j'ai tant insisté pour qu'à la fin de l'année, on ait des histoires à épisodes, parce que c'est ça la lecture. C'est on a un personnage qui est en danger, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est ce plaisir-là, ce suspense, cette adrénaline qu'on ressent, y compris quand on est tout petit, et que les enfants connaissent bien, parce que depuis qu'ils sont petits, ils entendent des contes. Le fait de pouvoir maîtriser c'est quelque chose, c'est extrêmement pour eux. Et inversement, grâce à l'écriture, ils vont pouvoir communiquer leurs idées à des personnes qui ne sont pas là. Et l'écriture, c'est extrêmement compliqué comme apprentissage. C'est pas une promesse qu'on tient en un jour. Il faut le geste graphique. Il faut comprendre que le langage écrit n'est pas une transposition de son, mais une transposition de l'histoire, une transposition de l'étymologie, une transposition de la culture générale, et qu'il y a des règles, que ces règles ne sont pas en nombre limité, elles sont en nombre limité, et on va commencer un long chemin ensemble qui va permettre de les maîtriser. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente période de déconfinement, très progressive et sereine. Je serai attentif si vous avez des mails à m'envoyer à la suite de ce webinaire, si vous voulez qu'on le complète, si vous avez d'autres questions, notamment le fait d'organiser un webinaire avec les auteurs du livre, ça me paraîtrait être une très bonne idée. Donc, je me tiens à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions suite à ce webinaire. À très bientôt et au revoir. Merci beaucoup. Donc,